Bonjour, alors moi je suis l'ennemi en fait, parce que je pense que, au sens de ce qui a été dit, je suis méthodologiste. Alors j'aime pas beaucoup ce terme en fait, moi je pense que je suis épidémiologiste et biostatisticienne. Et donc j'ai été chargée de dire des choses sur les essais de non-infériorité, est-ce que c'est éthique ? Beaucoup des diapositives que je vais présenter, en fait c'est des diapositives que j'ai dans mon cours de base, quand je fais des cours sur les essais de non-infériorité, justement pour faire comprendre les enjeux en termes de... effectivement, c'est une situation dans laquelle on dit qu'on est prêt à perdre. Et je dis souvent qu'à ce moment-là, il faut m'expliquer ce qu'on va gagner, parce que sans ça, moi, je ne veux pas. Parce que d'une façon générale, je n'ai pas envie de perdre. C'est bête. Alors, voilà, des petits liens d'intérêt. Et après, en fait... c'est quoi, quand on fait un essai clinique, c'est quoi l'objectif ? Donc, on veut comparer un traitement ou une stratégie, ce n'est pas nécessairement un traitement, avec un traitement de référence, un nouveau traitement. Et on peut se poser plusieurs questions. On peut se poser la question de vouloir montrer que le nouveau produit fait mieux que le précédent, donc démontrer la supériorité de ce nouveau produit. Et la question qu'on se pose, c'est N est-il meilleur que R ? Et bien sûr, ça arrive qu'on ne trouve pas que N est meilleur que R, et ça ne veut pas dire en fait qu'ils font la même chose. On peut trouver des situations, je vais montrer aussi des exemples tout à l'heure dans la situation inverse, où finalement des fois on ne sait pas conclure. On peut vouloir démontrer la non-infériorité, on va bien sûr y passer du temps, du nouveau produit, et donc l'idée c'est de montrer que N ne fait pas moins bien que R, et bien sûr ça va être dans une limite prédéfinie. On peut aussi vouloir démontrer l'équivalence du nouveau produit, c'est-à-dire qu'il ne fait ni mieux ni moins bien que R, et ça on a ça, disons, plutôt dans des essais où on va comparer de la pharmacocinétique, on va voir si on arrive au même dosage et on veut qu'il soit ni plus élevé ni moins élevé en fait. Et c'est plutôt des essais de bioéquivalence et le plus souvent on le rencontre pour évaluer en fait l'effet d'un générique par rapport au princeps. Alors ça veut dire quoi si on essaye de le formaliser en termes d'hypothèse ? N ne fait pas moins bien que R. On va postuler donc une différence pi entre l'effet du traitement, pi n, le nouveau traitement, et pi r, le traitement de référence. Et on va supposer, supposer qu'il y a une différence delta entre ces deux traitements. Mais évidemment, dans une situation idéale où on veut montrer la non-infériorité, il y a l'idée que delta doit être autour de 0. Et puis, évidemment, si c'était au-dessus de 0, on dirait que c'est supérieur. Et puis, si c'était en dessous, on dirait que c'est inférieur. La zone de non-infériorité, on va définir une limite. Dans l'exemple ici, j'ai mis 10%, mais ça pourrait être tout autre chose. Et puis, le résultat pourrait ne pas s'exprimer en pourcentage, bien sûr. Et on va dire, en fait, je vais conclure à la non-infériorité si, quand j'estime la différence d'effet entre les deux traitements et que je fais l'intervalle de confiance autour, ma borne inférieure est au-dessus de la limite que j'ai choisie. Donc, ce qui veut dire qu'au maximum, ça serait cette différence-là. Au maximum, bien sûr, mon meilleur estimateur de la différence, ça restera toujours la différence entre les effets que j'ai mesurés dans chacun des deux bras. Donc voilà, dans la situation idéale, je vous remontrerai tout à l'heure des situations pas très idéales. On est dans une situation où on aurait l'estimateur là en orange, l'intervalle de confiance, c'est le trait qui est autour, et là, on serait dans une situation, disons, relativement confortable pour conclure non-infériorité dans ce contexte-là. Alors en fait, d'où vient ce contexte ? Même si à l'heure actuelle, il est très utilisé, et notamment en infectiologie, et très utilisé par les laboratoires pharmaceutiques, au départ, c'est un contexte qui est né plutôt dans des essais qui étaient investigator-driven, comme on dit, dans le domaine de la cancérologie, avec l'idée que les traitements en cancérologie sont particulièrement toxiques. Et est-ce qu'on pouvait trouver des façons de les administrer ou des traitements qui auraient à peu près la même efficacité en étant moins toxiques ? Et donc, il y avait bien dans ce concept, j'accepte de perdre un petit peu, mais parce que je gagne quelque chose qui est éventuellement quelque chose d'important pour les personnes concernées.
Quand on regarde comment ça se développe, donc à propos donc, d'un papier qui paru en 2011, ben, vous voyez ici le nombre d'essais de non-infériorité publiés. Vous voyez que la tendance est nette, que c'est quelque chose qui se développe à partir de 2000. Ça, c'est le nombre par an. Hein. Et puis, les domaines, ben, vous voyez que l'oncologie, d'où ça vient, n'est pas le plus fréquent, et qu'effectivement, le plus fréquent, c'est celui des maladies infectieuses. C'est le domaine dans lequel c'est le plus souvent utilisé. Alors, le choix de la limite de non-infériorité, c'est une décision. Souvent, quand vous êtes méthodologiste, on vous dit faites-nous les calculs. Alors, vous dites ah ben non, là, c'est pas du tout une décision statistique, c'est une décision clinique. Le choix de la limite de non-infériorité, c'est la différence la plus grande qui peut être jugée comme cliniquement acceptable. Et on peut tout à fait admettre qu'on dise qu'il n'y en ait pas. Hein. Et c'est bien sûr, en général, inférieur aux différences qu'on va vouloir démontrer quand on fait un essai de supériorité. Hein. Parce que si une différence, mettons, de 15, eh bien, ça montre que c'est mieux, non inférieur, il faut que ce soit plus petit que 15, parce que sans ça, ça n'a pas de sens. Hein. Et l'idée aussi, c'est qu'en choisissant cette limite, il faut garantir que le nouveau produit fait mieux que le placebo. Il y a des situations, par exemple, quand on regarde les héparines de bas poids moléculaire ou les essais de non-infériorité autour des héparines de bas poids moléculaire, il y a des fois, on était vraiment à la limite de se demander si à la fin on faisait encore quelque chose tout court, quoi. En tout cas, mieux que rien. Mieux que juste l'effet placebo. Donc ça, c'est un enjeu qui est souvent pas fréquent dans les situations de maladies infectieuses parce qu'on a des taux d'efficacité très élevés, mais qui peut arriver quand le critère, c'est la survenue, vous voyez, d'une complication hémorragique ou des choses comme ça, qui est un événement quand même rare. Pour illustrer ce point, je prends volontiers cet exemple parce qu'il permet de mesurer qu'est-ce qu'on perd de façon assez claire. Donc, dans le domaine du diabète, les nouveaux médicaments, diabète de type 2, sont souvent, donc le critère de jugement est souvent l'hémoglobine glyquée, donc pas un critère clinique. Et en général, on admet qu'un nouvel antidiabétique est meilleur qu'un précédent si on a une différence d'un. Donc, vous voyez, le delta serait de 1% sur l'hémoglobine glyquée. Et on fait de la non-infériorité à 0,6. Alors, est-ce qu'on peut traduire ça en événement clinique ? La seule chose qui compte réellement, je pense, pour les gens, parce que les gens, avoir une hémoglobine contrôlée, ce n'est pas vraiment un objectif pour eux. Or, il se trouve qu'il y a une très grosse étude qui a été faite au Royaume-Uni en 2000 et qui a montré que chaque fois qu'on réduisait de 1% l'hémoglobine glyquée, vous voyez, ils ont suivi, c'était un très gros essai, ils ont suivi les gens à très long terme. Donc chaque fois qu'il y avait une réduction de 1% de l'hémoglobine glyquée, y compris au cours du temps, vous voyez, c'était associé à une réduction du risque de n'importe quel critère de jugement lié au diabète, donc ça voulait dire les complications micro- ou macrovasculaires ou les décès, de 21%. Donc ça veut dire que si vous acceptez 0,6% comme marge de non-infériorité, ça veut dire que vous acceptez 14% d'événements en plus. Vous voyez, puisque c'est proportionnel et qu'il n'y a pas de, il y a pas de limite, il n'y a pas de seuil, vous voyez, c'est ça que ça dit. Donc en faisant un essai de non-infériorité, ça veut dire que vous acceptez potentiellement jusqu'à 14% d'événements en plus. Vous voyez que les décès liés au diabète, c'est pareil, 21%. Donc 0,6, ça fait 14% de décès liés au diabète en plus. Alors peut-être que le taux n'est pas très élevé, mais vous voyez, ça a une conséquence concrète. Voilà. Donc voilà, est-il possible de déterminer une limite de non-infériorité acceptable dans ce contexte ? Ben, c'est ça l'enjeu, c'est ça la question qu'on se pose. Eh bien sûr, c'est pas possible, sauf s'il y a vraiment un bénéfice. Alors, donc c'est plus de la non-infériorité. Non, un bénéfice par ailleurs sur autre chose. Donc c'est pas de la non-infériorité. Ah si, on fait de la non-infériorité sur l'efficacité, mais on gagne quelque chose sur un autre critère. Et alors, dans ceux qui sont listés là, qui sont ce qu'on trouve dans la littérature d'une façon générale, je pense que tous ne sont pas au même niveau, parce qu'il y en a certains qui sont individuels, mais il y en a d'autres qui sont collectifs, et donc c'est un enjeu éthique de dire on va accepter un désavantage potentiel individuel pour un avantage collectif. En tout cas, c'est un enjeu. Donc ça peut être parce que le nouveau traitement va être mieux disponible,
parce qu'il va coûter moins cher. Ça, je pense que ça fait partie des choses qui sont un enjeu collectif, où on peut s'interroger sur est-ce que c'est raisonnable. Ça peut être que c'est moins invasif. Par exemple, ça va être un comprimé au lieu d'être une injection. Ça peut être qu'il y a une meilleure sécurité d'emploi. Et ça peut être aussi une meilleure facilité d'utilisation. Et si on pense aux antibiotiques, ça peut être un profil de résistance différent. Mais effectivement, en fait, on va plutôt le tester sur des gens pour lesquels il n'y a pas de résistance. Ce sera juste théorique. C'était l'exemple qui était pris tout à l'heure. Voilà, dans les essais d'antibiotiques, le plus souvent, on a des essais de non-infériorité parce que sur des souches qui ne sont pas résistantes, on a des très bons résultats, mais l'enjeu n'est pas forcément celui-là. Et après, si on avait vraiment des populations dans lesquelles on a de la résistance, on pourrait à ce moment-là parfaitement faire des essais de supériorité directe pour montrer que c'est mieux. Alors, on trouve bien sûr dans la littérature, voilà, ça c'est un papier donc, qui est paru dans le Lancet en 2007, des gens qui disent que ça n'est pas éthique parce que ça ne regarde pas l'intérêt des patients. En fait, quand on regarde les essais d'enregistrement, donc les essais qui sont faits par le laboratoire, les essais de non-infériorité, je veux dire, très souvent, ils n'expliquent pas du tout ce qu'on gagne. Donc pour moi, ça c'est vraiment clairement une dérive, parce que moi, tout le monde, je pense, est d'un naturel qui dit je ne vois pas pourquoi je devrais perdre si j'ai rien à gagner par ailleurs. Et c'est vrai aussi des agences d'enregistrement qui n'exigent pas finalement d'avoir cette chose-là. Donc je ne suis pas sûre que c'est vraiment la méthode elle-même, que la façon dont elle est utilisée qui pose un problème. Et après, pas forcément dans son éditorial, mais quand il a répondu aux lettres qu'avait suscité son viewpoint là, il dit que en fait, c'est toujours possible de combiner. C'est toujours possible de combiner, de faire un endpoint combiné, dans lequel on aurait l'efficacité, dans lequel on aurait le bénéfice qu'on met, et on offrait un essai de supériorité. Alors ça, moi, je pense que je ne suis pas d'accord avec ce point-là, parce que ça dépend où est le bénéfice. Et je voulais l'illustrer à propos d'un essai qu'on a fait dans mon équipe, donc moi je travaille sur l'infection à VIH, donc il visait de répondre à la question, est-ce que c'est possible, le traitement antirétroviral, normalement, on le prend tous les jours. Le juge de paix à l'heure actuelle, c'est de rendre la charge virale indétectable. Après des arguties sans fin, au début, les essais étaient faits avec des critères cliniques. Et puis, il y a eu des arguties sans fin pour savoir si on pouvait ou pas utiliser la virologie. Et à la fin, en fait, la FDA, dans sa grande sagesse, a dit, mais de toute façon, un antiviral, ce qu'il peut faire, c'est de contrôler la charge virale. Ça va être ça le critère de jugement dans les essais des antiviraux. Et pas du tout, est-ce que c'est un bon surrogate ou des discussions extrêmement philosophiques farfelues. Donc là, la question, c'est est-ce que c'est possible de prendre le traitement antirétroviral seulement 4 jours par semaine ? C'est une pratique qui s'est développée notamment dans un centre à Paris, et les patients posent la question. Et comment on leur répond à cette question ? Évidemment, le bénéfice ici, c'est le confort pour le patient qui ne prend pas le traitement pendant 3 jours par semaine, donc qui fait un week-end sans traitement toutes les semaines. Évidemment, il y a aussi un bénéfice collectif parce que ça coûte beaucoup moins cher. C'est des médicaments qui coûtent très cher au long cours. Et là, il faudrait donc, si on répondait à l'objectif du viewpoint là, de Lancet, il faudrait qu'on combine l'effet sur la charge virale. Est-ce qu'on va peut-être avoir un petit effet délétère sur la charge virale avec le confort du patient. Et le confort du patient, forcément, on va le mesurer avec une échelle. Et comment on fait la pondération ? Personnellement, je ne suis pas totalement convaincue que ce qu'il a dit était vrai. Et donc, la façon de faire la pondération, elle serait arbitraire. Ça dépend finalement de la valeur qu'on mettrait sur chaque chose. Mais la charge virale, on ne peut pas non plus faire qu'elle ne soit pas contrôlée très longtemps, parce que l'expérience montre que ce n'est pas une bonne idée pour les personnes vivant avec le VIH. Donc, vous voyez, je pense que c'est finalement plus clair et plus éthique de garder les deux problématiques et d'avoir les résultats sur les deux. Mais bien sûr, il faut les résultats sur les deux. Et que du coup, là, on a des données, puis après, c'est aux gens de juger en fonction d'eux, comment ils pondèrent finalement. Est-ce que c'est possible ou raisonnable, globalement, de le prendre
de le prendre Vous pouvez pas 4 jours par semaine. Vous ne pouvez pas évaluer le bénéfice pour le patient si vous faites du double aveugle, parce qu'ils prennent tous les deux. Ah, mais on fait pas des essais en double aveugle dans ce contexte-là. D'ailleurs, il y a un papier qui vient de sortir dans le BMJ, un papier de méta-épidémiologie, et qui montre qu'en fait, à la surprise des auteurs, je dirais, mais je ne l'ai pas lu à fond encore, mais quand même j'ai vu ça en lisant les débuts de leur discussion, que en fait, les essais en double aveugle et les essais pas en double aveugle, ça a les mêmes résultats. Alors que par ailleurs, le même genre d'équipe a montré qu'un essai multicentrique a toujours des résultats moins beaux qu'un essai monocentrique. Donc, monocentrique, c'est l'ennemi. Aveugle, on ne fait pas un essai en double aveugle dans ce cas-là, à mon avis. Et enfin, on reviendra sur monocentrique. Monocentrique, ça veut dire que c'est ce qu'on fait nous dans les guidelines. En réalité, toute la méthodologie est quelque chose qui est très profondément antimédical. C'est-à-dire qu'elle oublie complètement le management. Et donc dans le multicentrique, on regarde quel est le management moyen. Parce que dans le monocentrique, on regarde ce qu'est le management par centre. Et c'est pas la même chose. Ah non, mais ça n'empêche pas de voir s'il y a un effet centre. Ça n'empêche pas du tout de voir s'il y a un effet centre, de faire un multicentrique. Mais globalement, les résultats... Oui, mais après, voilà, derrière, est-ce qu'on... par exemple, si on veut répandre une technique, si ça dépend du management, est-ce qu'on paye même dans les endroits où ça va être mal managé, ou est-ce qu'on s'assure que c'est possible que à peu près tout le monde manage raisonnablement? Ça fait partie des débats, à mon avis. Alors, là, je vous montre l'exemple en fait de l'essai qui a été fait, hein, c'est l'essai 4D. On a inclus dedans 640 patients. Comme j'ai dit au départ, s'il y avait une forte demande, hein, donc on avait prévu 18 mois d'inclusion, en 4 mois ça a été inclus, parce que vraiment les patients ils voulaient être là. Et comme c'était des gens qui voulaient, et qu'on voulait quand même randomiser, en fait, vous voyez, l'étude était pendant 1 an, soit on a 4 jours, soit on a 7 jours. Et puis ensuite, et sous réserve qu'on n'ait pas eu de catastrophe pendant cette première année, les gens qui étaient à 4 jours continuaient à 4 jours et les autres pouvaient switcher à 4 jours et donc avoir ceux qui voulaient d'une façon générale. Parce que sans ça, évidemment, si vous arrivez en disant que vous voulez 4 jours et qu'on vous dit « ah ben non, ça va être 7 jours », si on ne vous propose pas quelque chose derrière, il y a peu de chances que vous arriviez à inclure des gens, bien entendu. Et donc, voilà les résultats qu'on a trouvés, hein. Quel que soit, c'est des façons différentes de faire l'analyse, mais on a trouvé, vous voyez ici, en termes succès thérapeutique, ça veut dire à la fois que la charge virale est restée contrôlée et qu'on a gardé la stratégie pour laquelle on avait été randomisé. Donc vous voyez que quand on était en 4D, on avait 95,6% de succès thérapeutique, 97,2% quand on était en 7 jours sur 7. Les raisons de ne pas être en succès, c'était les échecs virologiques, vous voyez, 1,9% ou 1,3%, 1,9% avec 4 jours et 1,3% sinon. Et puis le no virological data, ça pouvait être soit des gens pour lesquels on n'avait pas la mesure, soit des gens qui avaient arrêté la stratégie, qui avaient décidé qu'ils voulaient faire 4 jours par semaine alors qu'ils avaient été randomisés à 7, ou qui ne voulaient plus continuer le 4 jours par semaine pour une raison qui leur était propre. Et vous voyez que là, donc on a des différences sur la thérapeutique sur 16 qui sont, vous voyez, moins 1,6, et on a des différences sur l'échec virologique pur qui sont de plus 0,6, donc un taux de succès assez voisin, mais un petit peu en défaveur, mais pas au sens de l'intervalle de confiance, de 4 jours. Voilà. Et bien sûr, on a vérifié que 4 jours par semaine, on a vérifié par des séries de dosages qu'effectivement, ils avaient des dosages plus faibles que les gens qui étaient dans le bras 7 jours. Et que donc, les gens qui étaient dans le bras 7 jours, c'était pas tous mis à 4 jours, puisque c'est quand même très facile à faire, puisqu'on n'a pas besoin de plus de traitement, on a plutôt besoin de moins. On avait fait une phase pilote ouverte, où on n'avait pas de randomisation, tout le monde était à 4 jours. Et ce qu'on avait vu, c'est que quand il y avait des écarts, c'était plutôt pour aller vers plus de prises que le nombre qui était prévu, où là où tout le monde était à 4 jours, et notamment pour des circonstances diverses, par exemple, je vais faire un prélèvement pour faire un emprunt, donc je ne veux pas prendre de risque, donc je le prends 7 jours par semaine. Et on a vu aussi des choses, enfin moi j'avais toujours pensé que c'était absurde, mais on nous avait imposé de faire des MEMS, vous voyez, des boîtes où on mesure l'ouverture.
une boîte ouverte 19 fois un dimanche où personne n'était censé prendre dans l'essai puisque c'était tous 4 jours par semaine. Je pense que quelqu'un avait joué avec la boîte. Donc, dans le VIH, en tout cas, je pense que si les gens gardent la charge virale contrôlée, ils le prennent bien assez pour que ça marche. Je n'ai pas besoin d'aller très loin pour mesurer l'observance. Alors, un autre exemple, hein, souvent dans les essais de firmes, y compris maintenant dans le VIH, tous les nouveaux médicaments sont enregistrés dans des essais de non-infériorité. C'est assez rare qu'ils jouent le jeu. C'est-à-dire, ils disent qu'ils vont faire un essai de non-infériorité, et puis on ne sait absolument jamais qu'est-ce qu'on gagne. Mais on peut trouver des exceptions, et donc j'ai ici une série de diapositives qui ont été présentées au congrès de l'IAS à Paris en 2017, donc par un des laboratoires pharmaceutiques, à propos de la doravirine. Juste que c'est un nouveau médicament dans la classe des NNRTI. Et puis, ils avaient fait des phases 2. Ils ont fait une première phase 3 où ils l'ont comparé avec le darunavir. Et vous voyez que quand ils le résument, ils disent bien qu'ils ont fait ils étaient non inférieurs sur l'efficacité. Ils avaient un meilleur profil lipidique, mais surtout, donc ça c'est le schéma d'étude. Bon, c'est un essai randomisé tout bête. Celui-là en double aveugle. Et en fait, vous voyez, dans leurs critères primaires, ils ont à la fois une hypothèse d'efficacité et une hypothèse de safety. Donc ils disent d'emblée, je veux montrer que c'est non inférieur sur la charge virale. C'est sur ça que je vais calculer mon nombre de sujets nécessaires. Mais je veux aussi montrer que ça va faire mieux sur les effets indésirables neuropsychiatriques. Voilà. Donc c'était explicitement, mais c'est dans mon domaine le seul exemple que je peux exhiber, c'était explicitement présenté avec les deux, et tel que c'est présenté, on comprend bien que si on n'atteint pas les deux, ça ne va pas. Voilà. Parce que c'est pas la non-infériorité. C'est quand même non inférieur sur la viro. Mais c'est supérieur sur l'autre. Ah ben, pour moi, sans ça, c'est pas éthique, je suis d'accord. Nous sommes d'accord. Voilà. Nous sommes bien d'accord. C'est-à-dire qu'il y en a très très peu d'éthique. Et pour nous, pour les antibiotiques, il n'y en a aucun. Parce qu'il n'y en a aucun. Mais je pense vraiment que c'est une dérive collective de la démarche. Parce qu'initialement, comme j'ai dit, c'est venu des investigateurs, et c'était vraiment dans ce contexte de cancéro où on voulait faire moins d'effets indésirables pour ces traitements qui sont quand même très lourds. La qualification, c'est pour ça que j'ai un grand respect pour la French Theory. C'est très... Les gens disent que c'est les Américains qui ont inventé le langage politiquement correct, c'est pas du tout vrai, c'est les Français, c'est Deleuze qui a inventé ça. Et Deleuze disait c'est la qualification qui est un problème. Là, quand on parle de non-infériorité, moi je suis en désaccord total avec le non-infériorité. Et j'ai pas dit que la question n'était que thérapeutique, non-infériorité thérapeutique et en qualité de vie. Donc si on a une supériorité en qualité de vie, avec une non-infériorité en termes thérapeutiques, c'est très bien. Donc c'est pas du tout de la non-infériorité, on est d'accord. Ah ben ça, pour moi c'est ça, un essai dans mes cours, c'est ça que j'appelle un essai de non-infériorité. C'est une faute sémantique. Deleuze aurait détesté ça. Je suis pas sûre que ça m'empêche de dormir. C'est juste une question oui. Sur la diapo d'avant. Oui. Est-ce que c'est la même chose de calculer votre nombre de patients sur l'hypothèse primaire, c'est-à-dire la non-infériorité? Mais là, il leur en fallait moins pour le deuxième, dans ce cas-là. C'est pas grave dans ce cas-là, parce qu'il en fallait moins des sujets. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement un risque là? C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on calcule le nombre de patients pour l'hypothèse de non-infériorité. D'accord, mais en général, pour ça, il en faut toujours plus que pour une supériorité. Hein, parce que, en général, bon, surtout que là, dans le VIH, c'est assez normé. Parce qu'un des éléments, quand même, c'est qu'est-ce qu'on choisit comme borne de non-infériorité. Mais, en fait, dans ce domaine-là, c'est normé. La FDA, elle a fait guidelines et elle a dit, chez les naïfs, 10%. Parce que l'efficacité est à peu près 90% de nos jours. Mais parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas bien s'adapter, pas le prendre, pas avoir été prêts, etc. Et quand on est en switch, c'est 4%. Donc les gens, ils n'ont pas de marge à choisir.
Et donc ça, c'est assez exigeant en termes de nombre, vous voyez, à 600 sujets. Beaucoup plus éthique sur l'hypothèse secondaire, de dire effectivement que la différence observée... Ils ne prendraient pas le risque de ne pas voir la différence sur le secondaire, puisqu'ils veulent les deux. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas un problème, parce que c'est beaucoup plus difficile c'est beaucoup plus exigeant en nombre de sujets, celle sur l'efficacité que celle sur la... Parce qu'en fait, les favirenz, c'était un traitement de référence à l'époque où ils ont fait leur plan de développement, hein, mais c'était bien connu pour être le médicament qui faisait le plus d'effets neuropsy. Hein. Donc montrer qu'on fait mieux que ça n'est pas non plus un résultat extraordinaire. Hein? Alors, les autres points qui sont importants aussi quand on regarde les résultats d'une étude, c'est que, en fait, tout ce qui, d'habitude, fait qu'on a tendance à favoriser l'analyse en ITT, parce que quand on fait un essai de supériorité, tous les défauts vont tendre à rendre les deux groupes, la taille vous voyez, l'effet du traitement similaire dans les deux groupes. Ça va rapprocher les deux groupes. Quand on veut montrer de la différence, du coup, c'est plus difficile. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire de l'analyse en ITT. Dans un essai de non-infériorité, c'est l'inverse, puisque les déviations de protocole, les défauts d'adhérence, les perdus, les non-comptes, tout ça va rendre les deux groupes plus comparables. Donc, faciliter le fait de montrer que ça fait pareil. Donc, ça biaise les résultats en faveur de l'absence de différence. Et puis après, il faut avoir bien choisi son traitement de référence. Vous voyez, il faut que l'efficacité qu'on observe soit celle qui est connue, et pas n'importe quoi d'autre. Le groupe placebo, ce n'est pas un problème majeur en infectieux, mais comme j'ai dit, il y a des situations où ça peut poser problème. Et puis, il faut avoir choisi aussi une population similaire à celle où on a montré l'efficacité avant. Donc, voilà, c'est des petites choses qu'il faut regarder en plus. En termes de plan d'analyse, ce qui est différent, c'est qu'on ne va pas faire de test, on va faire la taille de l'effet, l'intervalle de confiance, on va comparer la borne de l'intervalle de confiance à la marge de non-infériorité. Et là, du coup, à cause de ce que je viens de dire sur ITT per protocole, il faut faire les deux analyses et il faut que les deux trouvent le même résultat. Et ça arrive que ce ne soit pas le cas. On avait fait précédemment un essai de non-infériorité pour voir si un traitement avec uniquement inhibiteur de protéase, sans l'INUC, était non inférieur à un traitement classique. Et on s'est trouvé dans une situation où on n'avait pas le même résultat en ITT et en per protocole. Donc il faut que l'essai soit encore de meilleure qualité qu'habituellement pour qu'on ait confiance dans les résultats. Et du coup, aussi une différence avec un essai de supériorité, c'est que la décision le jugement qu'on va rendre à la fin, il va dépendre du choix qu'on a fait de la borne de non-infériorité. Et donc, c'est très différent quand vous faites un essai de supériorité et que vous calculez une différence espérée. À la fin, vous faites votre test et vous ne regardez pas forcément par rapport à cette différence, c'est significatif ou pas. Donc là, ce que vous avez mis au départ, finalement, va compter à l'arrivée. Alors après, il y a des situations où on ne sait pas bien où on est. Alors évidemment, si on est là, dans l'exemple que je prenais tout à l'heure, c'est la situation idéale. Tout va bien, on va conclure à la non-infériorité. Si on est dans ce cas-là, et ça peut arriver, on va pouvoir conclure à la non-infériorité, puis même après, on a le droit, il n'y a aucun problème à faire ça, à dire, maintenant que j'ai montré la non-infériorité, je vais regarder si c'est pas mieux. Et dans ce cas-là, vous voyez, comme ma taille d'effet elle est au-dessus de 0 et que mon intervalle de confiance ne contient pas 0, je vais même dire que mon nouveau traitement est meilleur que mon ancien. Alors qu'au départ, je suis parti d'un essai de non-infériorité. Il n'y a pas de problème à faire ça, hein, c'est admis. Alors là, vous voyez, je suis déjà dans une situation plus embêtante. Parce qu'au sens de la règle que j'ai prédéfinie, la borne inférieure de mon intervalle de confiance est au-dessus de ma marge de non-infériorité. Mais en revanche, si j'avais fait un test pour comparer l'efficacité classique, j'aurais dit que le nouveau traitement était moins bien que l'ancien. Alors ça ne fait pas très envie, même si on a dit que c'était une différence cliniquement acceptable. Vous voyez, ce n'est pas enthousiasmant. Mais vous voyez, on peut se retrouver dans cette situation-là, et il y a des exemples d'essais publiés, où on est comme ça.
Bon, alors là, ça veut juste dire qu'on ne s'est pas donné les moyens de répondre à la question, parce que vous voyez, on a un gigantesque intervalle de confiance, donc on n'a rien appris en faisant l'étude, à part que quand même le nouveau traitement est moins bien, hein, malgré tout. Et puis, vous voyez, là, c'est pareil. Là, je ne sais pas dire s'il est moins bien ou pas, mais je sais surtout dire que j'ai gâché du temps, de l'argent et aussi inclus des gens dans une étude, alors vraiment de façon pas éthique, parce que je ne peux rien conclure à la fin, parce que je n'ai pas étudié assez de personnes. Vous voyez, des soucis, il peut y en avoir pas que dans le choix de faire de la non-infériorité ou pas. Donc voilà, pour conclure, hein, ce que je voulais dire, c'est définir une limite de non-infériorité revient à accepter une perte de chance. Le choix de la limite, c'est une décision clinique, c'est pas statistique. Un statisticien ne peut pas vous aider, c'est vraiment entièrement quelque chose qui doit se discuter par les cliniciens. Pour moi, pour être éthique, un essai de non-infériorité doit correspondre à une situation où le nouveau traitement, la nouvelle stratégie offre un ou des avantages sur un aspect autre que l'efficacité. Sans ça, non. Dans ce cas-là aussi, donc, l'analyse en ITT n'est plus l'analyse principale, il faut regarder les deux. Et de toute façon, d'une façon générale, qu'on soit d'ailleurs dans un essai de non-infériorité ou de supériorité, la différence du nombre de patients inclus dans chacune des deux analyses, c'est un indicateur de qualité. Parce que si l'analyse par protocole a beaucoup moins de sujets que l'analyse en ITT, c'est qu'on a mal travaillé et qu'on est très inquiet de garder les conclusions, quel que soit le résultat. Et voilà.